Coucou tout le monde, coucou les amis. Bonjour Rafi. Bonjour Chloé, bonjour, bonsoir à tout le monde. Alors Rafi Deschamps, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, depuis au moins 6 ans, depuis 2016. On s'est rencontrés via Facebook au départ et puis on a milité ensuite ensemble dans plusieurs combats différents, notamment sur le combat des 11 injections obligatoires en 2018. Exact. Hein, c'est ça, on a fait des conférences, des manifs pour protéger les enfants. Et puis grâce à lui, grâce à Rafi, vous avez vu cette vidéo sur Gavi que j'avais faite en avril 2020 parce que à ce moment-là, c'était le début de la procédure de l'État contre moi et j'avais fermé mon compte Facebook. C'est juste pour vous donner le contexte. Après, on va passer aux choses sérieuses. Et à ce moment-là, Rafi, tu as été sur ma chaîne YouTube. Alors effectivement, j'ai téléchargé la vidéo sur la chaîne YouTube de Chloé parce que je sais pertinemment que pour la partager sur Facebook, il vaut beaucoup mieux avoir la vidéo entière qui se lance automatiquement dans le navigateur plutôt que de poser le lien où les gens ne cliquent pas dessus. Oui, donc en gros, tu as téléchargé la vidéo que j'avais faite, que j'avais mise sur mon YouTube. Il y avait 200 abonnés à l'époque et tu l'as mise sur ton Facebook. Voilà, parce que j'avais fermé le mien de compte. Voilà. Et puis elle a été étonnamment... Donc j'avais pas beaucoup d'abonnés non plus, mais en fait on était dans un contexte, il faut savoir, en France, où les gens ils étaient confinés. C'était l'omerta totale au niveau des milieux militants. Et les gens ils savaient pas vraiment à quelle sauce ils allaient être mangés. Et Chloé avait elle avait bien anticipé en parlant des vaccins, ce qui allait se passer par la suite. Et toi aussi, hein. Enfin, en tout cas, c'est grâce à toi. Donc, je te remercie officiellement et publiquement d'avoir publié cette vidéo. Et ça m'a permis aussi de comprendre que pas mal de personnes n'étaient pas au courant du rôle notamment de Rockefeller dans la mise en place de cette médecine chimique, cette médecine des labos pharmaceutiques. Et justement, c'est un petit peu le sujet qu'on va développer aujourd'hui parce que on a eu cette émission de Libérer l'info jeudi dernier avec Pierre Etchard et le docteur Eric Ancelet. Et tu m'as soufflé quelques questions, parce que justement je voulais ton avis là-dessus, puisque Rafi a fait beaucoup de recherches dans les anciens livres auprès de la Bibliothèque nationale de France, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. Sur le sujet de la maladie, des virus, des micro-organismes et tout ça. Donc on va en parler maintenant. Moi, ce qui m'a intéressé, parce que j'aime toujours bien comprendre les conflits d'intérêts qu'il y a derrière les différents dogmes ou les différentes doctrines. Et effectivement, sans réelle surprise, tu m'as appris que la virologie était liée à la fondation, à l'époque il n'y avait pas encore la fondation Rockefeller, mais à l'institut en tout cas Rockefeller, et à un certain Thomas Rivers, qui a un petit peu détourné les fameux 4 postulats de Corr, d'ailleurs qu'on va vous donner aujourd'hui, parce qu'on en parle souvent mais on ne donne pas le détail, qui donc a détourné ces 4 postulats qui permettent d'identifier un micro-organisme avec l'idéologie de Pasteur qui dit que les micro-organismes seraient responsables des pathologies. Et donc d'après ces 4 postulats de Corr, en fait, qu'on va vous donner dans un instant, on verra d'une part que c'est quasiment impossible de prouver l'existence de ces micro-organismes pathogènes et d'autre part que monsieur Thomas Rivers les a détournés pour en faire un concept beaucoup plus flou et qui permet de faire passer pour virus n'importe quoi, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on fait, Rafi? On vous donne les postulats et puis ensuite on va un petit peu plus en profondeur dans ce que toi tu as découvert? Oui, on peut commencer par les postulats. Alors les 4 postulats de Corr, tu veux en lire un? On alterne? D'accord. Allez, le premier. Alors, donc le micro-organisme doit être présent en abondance dans tous les organismes souffrant de la maladie, mais absent des organismes sains. Ça veut dire que dans tous les corps qui ont une certaine maladie, quelle qu'elle soit, on trouve les mêmes micro-organismes et qu'ils ne sont pas présents dans les organismes qui n'ont pas cette maladie. Premier postulat. Le deuxième, le micro-organisme doit pouvoir être isolé, et croître en milieu de culture pure, donc ne contenant que ce micro-organisme, pas de milieu où il y aurait d'autres micro-organismes comme des bactéries ou même d'autres choses qui fassent obstruction. Ensuite, troisième point, le micro-organisme cultivé doit déclencher la même maladie chez un animal de laboratoire sensible. Ça veut dire que même cause, même effet, ce même micro-organisme doit systématiquement déclencher la maladie observée dans tous les organismes où ce micro-organisme est présent. Donc par exemple,
le SARS-CoV-2 doit donner la même maladie chez tout le monde. Quatrième postulat, alors j'y vais moi, le micro-organisme doit à nouveau être isolé du nouvel organisme hôte, rendu malade, puis identifié comme étant identique à l'agent infectieux original. Ça veut dire que une fois que ce micro-organisme se serait transmis chez un autre être, un autre organisme, il doit être isolé de la même façon qu'on a isolé le micro-organisme de départ et être identique au micro-organisme de départ pour attester de la présence de ce micro-organisme qui serait pathogène. À l'époque, donc c'était 1884, et puis alors les critères ont été publiés en 1890. La notion de virus n'était pas encore présente, n'était pas encore étudiée, n'était pas encore acceptée par la science, et on va voir que ça se passe un petit peu plus tard, quand Rivers justement est directeur, disons un petit peu après que Rivers soit devenu directeur de l'Institut Rockefeller. Donc ça, c'est les 4 postulats qui sont somme toute assez rigides, assez précis. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, en tout cas, ils sont beaucoup plus précis que les postulats de Rivers qui ont été donnés par la suite, qui sont beaucoup plus laxistes, ils sont beaucoup moins rigoureux dans la démonstration de l'existence d'agents pathogènes. Alors, 1937, Rivers passe directeur de l'Institut Rockefeller, selon Wikipédia en tout cas. Il nous dit, donc il n'y en a plus que 3 des postulats, il nous dit l'agent, donc on ne parle plus de micro-organisme, on dit l'agent. L'agent est associé à la maladie avec une certaine régularité statistique. Donc il n'y a plus de systématisme avec isolation du virus, identification du virus qui donnerait, enfin du virus ou du micro-organisme qui donnerait une maladie précise. C'est associé à la maladie avec une certaine, donc approximative, régularité statistique. C'est même pas une régularité clinique, donc c'est pas forcément des symptômes qu'on observe chez les gens, mais des statistiques. Deuxième postulat de Rivers. Alors, on peut isoler cet agent, le cultiver en milieu approprié et reproduire la maladie avec une certaine régularité dans un essai contrôlé. Donc il y a 3 trucs moi qui me frappent. C'est pas on doit isoler l'agent ou le micro-organisme, c'est on peut isoler cet agent. Le cultiver non pas en milieu pur, mais cette fois en milieu approprié, donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Et puis reproduire la maladie avec une certaine régularité. Donc on est de nouveau dans l'approximatif absolu. Il n'y a aucune systématisation de ce micro-organisme qui transmettrait une maladie précise. Le dernier ? Expérimentalement, même si la maladie n'apparaît pas, l'apparition des anticorps témoigne de l'action du virus. Donc la maladie n'a même pas besoin d'apparaître pour prouver l'existence d'un virus, d'après les 3 postulats de Rivers. C'est juste la détection de l'anticorps qui témoignerait de sa présence plutôt que de la présence du virus lui-même. Donc on n'a pas besoin de montrer qu'il y a un virus, mais qu'il y a des anticorps. Et on a regardé un petit peu tout à l'heure ce que c'était que des anticorps. Alors c'est une espèce de protéine assez indéfinissable. C'est des concepts qui sont assez abstraits. Et on a du mal à savoir si c'est vraiment une entité ou quelque chose qui a une existence réelle. Et d'ailleurs, sur Wikipédia, il parle du fait qu'il n'y ait pas de définition à proprement parler de l'anticorps, mais qu'il y a une définition un peu relative qui dit qu'il n'existe que si on voit l'existence aussi de l'antigène. On peut les définir que l'un par rapport à l'autre. C'est ça, on peut les définir antigène, anticorps que l'un par rapport à l'autre et non pas chaque élément séparément. Donc bon. C'est le flou artistique. Donc moi, j'aimerais bien maintenant savoir, Rafi, où t'ont porté tes recherches sur les maladies, sur les micro-organismes. Voilà, etc. donc moi, vu que j'ai douté de l'existence du Covid, du coup, je me suis penché, qui était assimilé en fait à toutes les maladies hivernales. Il n'y avait rien de vraiment nouveau, sauf cette histoire de perte de goût et d'odorat. Mais bon, ça, je pense qu'on peut seulement en discuter. Et du coup, j'ai voulu chercher donc chez les penseurs, les docteurs anciens, quelle étiologie. Alors l'étiologie, en fait, ça signifie l'étude des causes des maladies. Donc quelle étiologie ils pouvaient donner aux maladies hivernales. Donc pour ça, aujourd'hui, on a un outil qui est vraiment formidable. C'est une vraie mine d'or. Donc qui est la Bibliothèque nationale de France, qui a numérisé des millions de livres. Elle est où, pardon, je te coupe, elle est où cette bibliothèque ? Alors cette bibliothèque, elle se situe au cœur de Paris. Donc elle est à Paris. Et donc j'ai effectué des recherches. Donc il y a un moteur de recherche qui s'appelle Gallica,
donc qui nous permet de rechercher. Gallica, G-A-L-I-C-A. Il y a 2 L, G-A-2-L-I-C-A. Okay. Et donc qui nous permet de retrouver tous ces livres numérisés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de livres qui ont été numérisés seulement ces dernières années, surtout à partir de 2016. Et ce qui fait que n'importe qui a en fait toutes les informations passées, on va dire, à portée de clic. Et on peut les avoir gratuitement, oui, ces livres on peut les consulter, numérisés. on peut les consulter gratuitement et on peut télécharger les PDF. Très intéressant. Et dans la bibliothèque même, les gens peuvent s'y rendre pour consulter les livres. Donc en présence, tu dis? Directement sur place. D'accord. Ok. Donc moi, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ces recherches? Alors c'est surtout passé en juillet 2021. J'ai commencé à faire des recherches et de manière beaucoup plus intensive à partir de janvier 2022. Et la seule chose que je savais à l'époque, donc sur les maladies hivernales, sur la grippe, c'est que la grippe était appelée anciennement influenza. Alors virus influenza, mais en fait ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient de influenza di freddo en italien, qui signifie l'influence du froid. En anglais, ça s'appelait la grippe common cold. Donc déjà, j'avais un indice que les anciens savaient qu'il y avait un rapport avec le froid. Et on va voir ensuite quels sont les mécanismes exacts d'action sur le froid par rapport à la grippe. Donc qu'est-ce qui se passe quand il fait froid en fait? Voilà. Qu'est-ce que ça déclenche sur le corps? Voilà. Et donc je signale au passage que donc tous les livres que j'ai trouvés, récemment, en fait, je les ai compilés dans une bibliothèque sur un Google Drive et donc on mettra le lien dans la vidéo pour que vous puissiez y accéder. Bon, tu le gardes quand même en stock parce que Google, on sait que c'est pas forcément très fiable. Oui, ils sont stockés chez moi bien au chaud. Voilà. Et donc le début de mes recherches, il est parti donc sur le mot catarrhe, qui est l'ancien nom de la grippe, parce que si on veut regarder dans le passé, on peut pas chercher la grippe par le mot grippe, ça n'existait pas. Ah tiens, et ça a apparu quand le mot catarrhe? Alors je saurais pas, il faut plutôt savoir quand il a disparu en fait. Et je pense que c'est plutôt au début des années 1900 qu'on s'est mis à remplacer le mot grippe par catarrhe. Et il aurait disparu quand du coup? J'ai pas la date exacte en tête. En gros. C'est fait petit à petit, je pense que c'est début... À l'époque de Pasteur, il avait déjà disparu le mot... Non, je pense pas. Je pense que le mot catarrhe, il était encore courant. Parce que Pasteur, c'est jusqu'à la fin du 19e. Je pense qu'entre 1850 et 1900, je pense qu'il était encore courant. Oui, donc sous Pasteur. Parce que, oui. Oui, parce que Pasteur, il n'a pas étudié la grippe. Hein. À l'époque de Pasteur, personne n'avait... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la grippe, on a d'abord attribué à cette maladie, on lui a attribué le bacille de Pfeiffer. Donc avant que ce soit désigné comme un... Avant que ce soit désigné comme un virus, donc c'était en 1892, validé par l'Institut Pasteur. Ah tiens, intéressant. Et donc après, en 1931, là soudainement, en fait, on a prétendu avoir isolé un virus, sachant que le mot virus à l'époque, il y avait une grande flottation au niveau sémantique. On savait pas vraiment définir ce que c'était. Déjà, ça vient de loin parce que le mot virus, il signifie poison à la base. Et en fait, c'est dérivé de la théorie des miasmes, où les médecins qui pensaient qu'il y avait une contagion entre les maladies, ils émettaient cette hypothèse qu'il y avait quelque chose qui se transmettait de personne à une autre, mais c'était vraiment très vague, ils savaient pas comment. Alors juste, je te coupe encore une fois, parce que Béchamp, d'après ce que j'ai compris, avait parlé de la contagion, mais pas de la contagion avec des micro-organismes, de la contagion plutôt vibratoire. Oui, à l'époque des virus, c'était pas. Au début, ils parlaient pas de micro-organismes. On savait pas définir ce que c'était. Ouais. C'est qu'après qu'on a décidé que on aurait découvert. Qu'il y aurait des petites bébêtes. Voilà, que c'était des bacilles. Puis pour la grippe en 1931, alors on aurait en fait broyé en fait des résidus de porc qui seraient atteints de grippe porcine et on aurait soi-disant filtré le substrat et on aurait isolé le virus comme ça. Donc on était très loin de la précision aujourd'hui de l'isolation soi-disant des... Oui. Et c'est qui on aurait isolé, etc. Ça en plus c'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure, là, cette histoire de... On a un blanc. C'est pas grave, ça montre qu'on est en impro total. Bon, on vous le mettra en commentaire, en descriptif. Voilà, et donc on est passé, donc il y a eu deux étiologies successives, on est passé donc du bacille en 1892 au virus en 1931.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là aussi, je crois que c'est pas l'invention du microscope électronique 1931. Oui, 1931 par des ingénieurs allemands. Nous dit, en tout cas, selon toujours. Et donc à partir de cette date et avec l'appui de la Fondation Rockefeller, qui a priori, Oui. ils ont beaucoup financé les microscopes électroniques dans les universités. Et la recherche virale. Et la recherche. Thomas Rivers, il était chargé justement en tant que directeur de l'Institut Rockefeller de développer la recherche virale en 1937. Voilà. Avec les fameux microscopes électroniques qui, au passage, ne donnent pas d'image en couleur. Voilà, donc tous les virus colorisés en jaune fluo ou rose bonbon, c'est pas les vraies couleurs, hein. On est bien d'accord. Voilà, parce qu'en fait, les microscopes électroniques qui fonctionnent de manière analogue à un sonar, on envoie des ondes qui sont des ondes invisibles. C'est pas partie de la lumière visible. Et donc, on retranscrit comme ça des images par médiation. C'est pas une image directe. Donc d'ailleurs, j'en profite pour rappeler ce qu'on a dit dans l'émission Libérer l'info. Alain Scoï a fait un cours sur les microzymas, qui sont un petit peu les particules de vie qui sont à la source des cellules, de la fabrication des cellules, des bactéries et, selon lui, aussi des virus. C'est-à-dire que ce que les gens qui ont des microscopes électroniques observent dans leur lentille, c'est vraisemblablement des microzymas et non pas des virus. Alors, d'après Alain Scoï, en tout cas. Vas-y. Alors donc je vais reprendre par rapport à mes recherches donc sur la BNF par rapport au mot-clé cathare, donc l'ancien nom de la grippe. Et là je suis tombé sur un médecin donc qui s'appelle Dr Joseph François Thirat. Il est né en 1816 et est mort en 1899. Et il a écrit donc un ouvrage qui s'intitule Traité des maladies de poitrine et de cœur, phtisie pulmonaire, cathare, asthme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la phtisie pulmonaire, c'est l'ancien nom de la tuberculose. Donc si on veut chercher l'étiologie de la tuberculose, il faut s'intéresser à la phtisie. Ça s'écrit comment? PH? P-H-T-H-I-S-I. D'accord, il y a 2 H dans le mot. Ouais. Ok. Donc cet ouvrage, il est paru en 1872. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est appuyé sur 3 autres grands docteurs de son époque. Donc je vais les citer. Donc c'est François Magendie, Xavier Bichat et Gabriel Andral. Xavier Bichat, c'est celui qui est à l'origine de l'hôpital Bichat. En tout cas, c'est celui avec. Ouais, parce qu'en fait, oui, c'est un grand personnage qui a fait énormément de recherches. Je crois que c'est lui en fait il a fait des recherches notamment sur la composition du sang et il me semble qu'il a disséqué des centaines de cadavres pour pouvoir faire ses études. Et donc dans ce livre, on apprend que, d'après Joseph François Thirat, du moins c'est le point de vue qu'il défend, que l'origine de la grippe et de la tuberculose, c'est la suppression de la transpiration. Oui, justement. Alors le point de la transpiration, on va en parler parce que ça rejoint un petit peu ce que j'avais compris avec les émonctoires. Vous savez, c'est les organes ou les parties du corps qui permettent d'éliminer les toxines rejetées par le corps. Dans ma connaissance, les émonctoires qu'on connaît, c'est les voies basses, donc pipi, caca, enfin les tuyaux respectifs, on va dire, pour l'élimination quand on va aux toilettes. On a la respiration et on a la peau pour la transpiration, parce que la transpiration permet justement d'évacuer les déchets laissés par, que ce soit les aliments qu'on ingère ou simplement ce qu'on respire, notamment les particules qu'on trouve dans l'air ou dans l'eau, n'est-ce pas, mon cher Rafi? Et donc toi, tu t'es intéressé de près à la transpiration. Alors dis-nous un petit Voilà, peu, donc concrètement, c'est la suppression de la transpiration insensible. Et la transpiration insensible, c'est pas la sueur, c'est la transpiration qu'on émet toute la journée sans vraiment se rendre compte et qu'on peut voir se matérialiser, par exemple, quand on respire dans un air froid où ça fait comme un brouillard, de la buée donc qui condense, ou si on pose ses mains contre une vitre, et là on voit c'est pareil, ça condense contre la vitre. Donc c'est ça la transpiration insensible. Et donc pour eux en fait, vu qu'en fait ils adhéraient donc à la théorie de l'humorisme. Alors l'humorisme, il faut dire ce que c'est. Donc l'humorisme en fait c'est considéré, en fait c'est un grand principe, c'est une doctrine qui considère que l'origine des maladies, elle se trouve dans la lésion, l'altération des liquides corporels. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment qui relève du bon sens parce que suivant les individus et suivant l'âge, je peux pas donner une fourchette précise, mais on sait que c'est à peu près, on est composé à peu près 80% de liquide. Donc ça paraît logique que s'il y a une maladie qui se manifeste,
elle se trouve dans ces liquides finalement. Alors, il y a un débat sur le pourcentage, mais Irène Grosjean parle de 2/3, donc 66%. Mais en gros, on est quand même essentiellement composé de liquides, que ce soit le sang, mais pas seulement, la lymphe, les liquides interstitiels, les liquides donc, qui sont entre les cellules. Et tous ces liquides, en fait, permettent d'évacuer de nouveau les déchets du corps, les toxines, n'est-ce pas? Et donc, quand les... juste, attends, pardon. Justement, ces liquides-là, d'après ce que j'ai compris, c'est ça qu'on désigne par les humeurs. Tout à fait. On est d'accord? Ok. Donc c'était juste pour être sûr. On désigne en fait le point de départ donc des maladies comme étant des humeurs viciées. Et en fait, ce qu'on peut dire en fait, c'est que en fait, ça articule à la fois donc la cause des maladies et à la fois les remèdes. En fait, c'est vraiment le point central, la lésion des humeurs. Donc ça peut être à la fois la cause et non, et c'est pas la cause, mais ça se trouve entre Okay. la cause et le remède. C'est à la fois la cause va affecter les humeurs. Et le remède va se retrouver dans le rétablissement de la pureté de ces humeurs. En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu les égouts, c'est un petit peu la voirie de notre corps, c'est-à-dire que ça permet d'éliminer les déchets et puis de faire circuler, je sais pas quoi d'autre d'ailleurs que les déchets. Peut-être que toi t'en sais plus, pardon. Non, en tout cas c'est principalement ça, hein, c'est l'évacuation des déchets par les différents émonctoires. Et les émonctoires, tout à l'heure, je parlais de la respiration, c'est le poumon qui est un émonctoire, du coup. C'est l'un des. Alors, dans des le cadre de d'expulser. la suppression de la transpiration insensible, avant, en fait, les surfaces donc externes et internes, en fait, il y avait un terme générique pour les désigner qui s'appelait tégument. Et donc, la transpiration insensible, ça regroupe à la fois la transpiration par la peau et celle par les poumons. Ah, d'accord. Donc, on peut parler de transpiration quand on parle des poumons aussi. Oui. Je pensais qu'on parlait d'expiration. Il y a un autre terme qui en fait c'est l'exhalation. L'exhalation, c'est on attribue souvent ce terme justement à l'expiration. Voilà, c'est en fait l'évacuation des toxines par la peau ou les muqueuses. Et les muqueuses, c'est quoi? Alors, parce que ça permet d'évacuer les choses. Alors justement, en fait, c'est ce que dit donc le docteur Joseph-François Thirat, c'est dire que la peau, elle sera en sympathie avec les muqueuses, et donc par exemple un air froid et humide, il va s'opposer à la transpiration insensible, et du coup tous les produits qui n'ont pas pu être transpirés ou à moitié, ils vont refouler dans le sang, et donc ça peut créer des lésions humorales. Et aussi, d'autre part, en fait, quand la peau, elle va être au niveau de l'évacuation, elle va être défaillante, c'est les muqueuses qui vont prendre le relais, avec une voie non privilégiée qu'on peut considérer comme une soupape d'échappement. Et en fait, ça va générer du mucus. Et ce serait ça l'origine du mucus. Donc si je résume avec des mots un petit peu plus populaires ou un petit peu plus compréhensibles avec mon langage à moi, c'est le froid, tu m'arrêtes si je me trompe, empêcherait de transpirer comme il faut. Par la peau, parce que moi quand je dis transpiration en fait je pense à la peau, mais tu as raison de préciser. Et du coup c'est les muqueuses qui prennent le relais. Exactement, et qui font du mucus pour évacuer, donc les fameuses muqueuses dont tout à l'heure je me demandais qu'est-ce que c'est que des muqueuses. En gros c'est ce qui produit du mucus, c'est ça? Voilà. Donc, et en fait, et le froid, il a peut-être une action plus générale que la suppression de la transpiration, mais en tout cas, il provoque une congestion qui fait que, en fait, tous les déchets, et tous les déchets évacués, en fait, restent à l'intérieur du corps. Et on peut en parler. Le mucus, par exemple, selon la théorie officielle, donc le mucus, il sert à protéger des microbes. Tandis que les anciens médecins, ils voyaient pas du tout ça de cet œil. Ils considéraient que c'était plutôt un déchet irritant. Et donc bon, c'est facile à comprendre que quand on a du mucus qui coule dans la gorge, en fait c'est ça, plutôt que les microbes, qui va nous irriter la gorge, parce que le mucus qui va se coller sur les muqueuses, ça va bloquer la respiration des muqueuses, et ça va créer aussi des lésions de tissus qui vont mourir. Ça empêche les échanges en fait, ça bouche un petit peu. Et donc ça va être le début de l'infection, c'est-à-dire des tissus morts. Après on peut supposer qu'il y a des bactéries, et c'est le rôle des bactéries d'ailleurs de manger ces tissus morts, mais c'est là qu'on voit que l'infection elle arrive vraiment en dernier lieu. Les microbes c'est pas la cause première. C'est un petit peu comme on dit souvent les mouches sur la poubelle ou les policiers qui viennent après l'accident de voiture, c'est-à-dire c'est pas les causes, mais c'est des agents qui viennent après, c'est les conséquences. Et comme le dit Tal Schaller, il parle des femmes de ménage en parlant de ces micro-organismes comme les bactéries notamment, qui permettent de nettoyer le corps une fois qu'il se débarrasse de ces impuretés, de ces déchets. C'est ça ou pas? Oui, tout à fait. Bon, alors on est d'accord pour l'instant. Et je vais en profiter pour rappeler pourquoi finalement il est intéressant de se pencher sur ces docteurs du passé, pourquoi on peut leur accorder un crédit.
En fait, avant, tous les scientifiques, quel que soit le domaine, pas seulement en médecine, c'était avant tout des philosophes. Ils avaient une grande ouverture d'esprit, ils avaient une grande capacité de remise en question, ils avaient une certaine prudence et une certaine sagesse qui faisait que la science, elle avait aussi une dénomination beaucoup plus large qu'on appelait sapiens. Mais d'ailleurs, en remontant encore plus loin, au temps des Grecs, Pythagore, Thalès, Archimède, c'était des mathématiciens, mais c'était des philosophes. Et puis ils étaient aussi astrologues, et puis physiciens, et puis toute une série ils avaient une série de compétences reconnues qui dépassaient largement leur statut de mathématicien. La science c'était vu de façon beaucoup plus large, et ça permettait le débat, et non pas le dogme. Voilà, on peut parler de ça. Très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'ai constaté dans la lecture de tous les ouvrages que j'ai trouvés, à l'époque, ils discutaient encore des doctrines. Et donc les doctrines, en fait, c'est un ensemble d'hypothèses, mais qu'on ne considérait pas pour vraies. Et c'est seulement vraiment à partir, je pense, du début des années 1900, alors il y a eu tout un tas de mouvements philosophiques, le positivisme, l'objectivisme, il y a eu plein de choses comme ça qui fait que finalement, on a réduit la science. Et on a supprimé en fait toute cette partie philosophique qui est derrière, et on ne discute plus des idées, c'est-à-dire qu'on pense détenir la vérité, et donc on enferme comme ça donc la population dans des dogmes. Et donc la définition d'un dogme, c'est justement une hypothèse qu'on prend pour vraie. Et donc circuler, il n'y a rien à voir. La vérité vous est apportée sur un plateau. Vous n'avez pas le choix surtout. Et vous n'avez pas de questions à vous poser, tout est là. Surtout ne pensez pas trop fort. Hein. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais qu'on souligne, qu'on revoie, qu'on discute encore un petit peu par rapport à toutes ces recherches? Là, je vois que je vais poursuivre donc je vais remonter un peu plus loin dans l'histoire sur mes recherches. Il y a une personne qui a travaillé, c'est lui en fait qui est le point de départ de la recherche sur les travaux de la transpiration insensible. Donc c'est un physicien, un médecin, donc qui a professé à l'université de Padoue, donc en Italie. Et donc qui était dénommé Sanctorius. Ah oui, tu m'as montré de Sanctorius. Il est né en 1561. La couverture du livre. Et il est décédé en 1636. Et en fait, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a mené plein d'expériences où en fait il a fait une balance qui ressemblait à un portique. Et il faisait régulièrement des pesées en fait entre ses prises d'aliments et donc ses excrétions, on va dire. Et il avait constaté qu'en se pesant le soir, il faisait une pesée le soir et le matin, et sans passer par les toilettes entre-temps, qu'on perdait en fait des centaines de grammes, voire des kilos, et par cette fameuse transpiration insensible. Et donc il a fait comme ça tout un tas d'expériences qu'il a regroupées dans un livre donc, qui s'appelle La médecine statique de Sanctorius. Donc je vous montre la couverture. Donc on peut trouver dans la fameuse Bibliothèque nationale de France, c'est ça? Et donc cet ouvrage il date de 1614, mais il a été traduit en français, c'est en 1722, et sous le nom de La médecine statique de Sanctorius, l'art de conserver la santé par la transpiration. Et j'ai trouvé donc la profession de foi, donc il a inscrit dans un de ses livres dans lequel il nous dit: il faut croire d'abord en ses sens et à l'expérience, et ensuite au raisonnement, et seulement en troisième lieu à l'autorité d'Hippocrate, de Galien, d'Aristote et d'autres excellents philosophes. Je répète dans l'ordre: d'abord à ses sens et à l'expérience, donc l'observation de ce qui est réel, de ce qui se passe. Donc ça c'est la vraie science. Et notre intuition. Ça c'est la science selon ce bouquin-là, ce livre-là, de Sanctorius. Ensuite au raisonnement, et en dernier seulement à l'autorité médicale. En l'occurrence là on nous parle d'Hippocrate, de Galien et d'Aristote. Voilà, on s'en rappellera de cette maxime. Et donc il a développé une doctrine qui s'appelle la iatromécanique ou iatromathématique, avec une vision cartésienne de l'homme-machine. Alors pour faire une comparaison et pour bien comprendre, on peut prendre l'exemple de la machine à vapeur qui est une machine, donc il y a un artefact conçu par l'homme. C'est ça l'homme-machine, à pas confondre avec les cyborgs, je pense qu'il y a un lien quand même entre. Mais là en tout cas c'est pour une vision mécanique du fonctionnement du corps humain, c'est ça l'homme-machine. Et par exemple, donc si j'en reviens à donc ma machine à vapeur, donc la locomotive, donc en fait elle a besoin
de combustible, c'est-à-dire de charbon et d'eau, comme nous on a besoin d'aliments solides et d'eau. Et la machine, pour bien fonctionner, elle a besoin que ces rejets fonctionnent bien aussi. Donc l'évacuation de la vapeur et également des suies. Et si jamais l'évacuation de ces déchets ne fonctionne pas, la machine va mal fonctionner ou elle va finir par casser. Oui, ça paraît tout à fait donc logique. C'est comme ça qu'il envisageait donc le corps humain. Plutôt qu'une vision. Il rejette les déchets. Voilà. Plutôt qu'une vision, pardon, je t'ai coupé la parole. Non, je sais plus Plutôt qu'une exactement ce que je vision voulais dire. de l'ennemi Oui, extérieur. ouais, c'est ça exactement. Plutôt qu'une vision avec les agents pathogènes. Et donc, donc, il a regroupé toutes ces connaissances sous forme d'aphorismes qu'il a classées en diverses sections. Et donc, dans ces diverses sections, en fait, il a regroupé toutes les activités de la vie d'un homme pour voir en fait ce qui nous faisait plus ou moins transpirer. Par exemple, il avait constaté que l'état de sommeil profond nous faisait beaucoup plus transpirer que l'état de veille, et donc il était bien meilleur pour conserver la santé. La marche, pour lui, c'était le meilleur exercice aussi à ce niveau-là. Et il avait constaté aussi que l'automne, c'était la saison la plus mauvaise en termes de maladies, parce qu'on passait subitement d'un air chaud à un air froid, et le corps n'a pas le temps de s'adapter. Et d'ailleurs, on l'a vu cet été de manière très flagrante, quand les températures elles ont chuté. Je crois que c'était début septembre, oui. Où il y a beaucoup de gens qui m'ont rapporté, on est passé de, je sais plus, on est passé de 30, 27 degrés à 20 degrés à l'intérieur des habitations, et il y a beaucoup de gens qui m'ont rapporté qu'à 20 degrés ils avaient froid, alors qu'en temps normal c'est pas le cas. Donc le corps il met quand même un certain temps avant de s'adapter. Et donc c'est ça qui est la cause de la suppression de la transpiration, et donc le point de départ du déclenchement des maladies hivernales. Ça serait donc le point de départ des déclenchements des maladies hivernales, le fait qu'on transpire beaucoup moins avec ces changements de saison. C'est vraiment un point de vue intéressant. Moi, ça m'intéresse de creuser dans ce sens-là. Une dernière chose avant de donner le mot de la fin ou... Du coup, j'ai continué mes recherches au niveau de la transpiration insensible. Et donc, je suis tombé sur un article de l'encyclopédie de 1751 d'Hydro et d'Alembert, à la définition du mot cathare, où là on nous dit carrément que l'origine c'est la diminution de la transpiration en sortant d'un endroit chaud en passant subitement dans un lieu froid. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir. Ça tout à fait la notion que tu viens de découvrir, de décrire avec Sanctorius. Voilà, et le remède c'est le rétablissement de la transpiration par des infusions de plantes sudorifiques. Donc ça, je sais pas... Donc des tisanes. On peut en parler rapidement ? Rapidement, allez. Quelle plante par exemple ? Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des plantes médicinales, le vrai moyen d'action, justement, c'est ce point-là en fait, elles sont diaphorétiques, c'est-à-dire qu'en fait, elles déclenchent de manière artificielle la production de la transpiration. Et donc, je vais citer quelques plantes médicinales que j'ai trouvées. En particulier, il y a la bourrache, et d'ailleurs, son étymologie, qui vient de l'arabe, signifie « perdre la sueur ». Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on en a une multitude d'autres. On peut citer le tilleul, il y a le sureau noir, il y a la sauge, par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces plantes aussi, elles sont diurétiques. Diurétiques. Bourrache, tilleul, sureau noir, sauge. Et donc, ce qui signifie qu'en fait, elle facilite aussi l'élimination donc de l'urée par les reins. Donc, elle purifie aussi le sang pour pas déclencher ces maladies. Elles ont tout pour plaire, ces plantes. Et donc, on retrouve ça donc dans un livre aussi donc que j'ai inclus dans la bibliothèque, qui s'appelle Nouvelle botanique médicale, qui date de 1876. On vous donnera le lien pour aller dans la bibliothèque de Rafi. Je veux parler rapidement, pour terminer, des personnes qui sont à l'origine de la naturopathie, dont on parle quasiment jamais aujourd'hui, donc qu'on a mis sous silence d'ailleurs. Et donc on a le docteur Paul Carton, qui est né en 1875 et qui est décédé en 1947. Il a été très prolifique en termes de littérature parce qu'il a écrit la moitié de sa vie. Et lui, il s'est vraiment intéressé à Hippocrate. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle L'essentiel de la doctrine d'Hippocrate. Et lui, à propos des maladies hivernales, il a dit simplement qu'en fait, on attrape froid par la peau et que la question du climat, elle est moindre pour les sujets qui sont raisonnablement alimentés.
Ça veut dire quoi raisonnablement Eh ben, alimentés? Ça veut dire qu'ils sont alimentés correctement? C'est-à-dire que c'est à la fois en termes de qualité, et donc que ce soit des aliments qui produisent pas des fermentations. Lui, en fait, il dénonçait tous les aliments cadavériques, c'est-à-dire la viande, même tout ce qui est les fromages fermentés, les choses comme ça. Pour lui, c'était mauvais. Donc quand on s'alimente bien, en gros, on est moins sujet on a au moins de déchets à évacuer à la et on est moins sensible du fait que la transpiration elle diminuerait. D'accord. Ensuite, on a alors lui, Paul Carton, en fait, il est à l'origine du mouvement naturisme qui a débuté en 1783. Et donc ce mouvement, en fait, il est hérité d'Hippocrate, où on considère que pour guérir des maladies, on utilise exclusivement des agents naturels, de la nature. Donc ça peut être l'hydrothérapie, par exemple, avec des bains d'eau chaude ou d'eau froide. Et on a aussi Pierre Valentin Marcheseau. Donc lui, c'est vraiment le père fondateur de la naturopathie en France. Quelle année ? Donc il est né en 1911, il est décédé en 1994. Il a écrit des livrets, donc vous trouverez aussi dans la bibliothèque. Il a écrit, je crois, 40-50 livrets qui sont vraiment très intéressants. On a vraiment toutes les bases de la naturopathie à l'intérieur. Et il a écrit en particulier un livret sur les cures de sudation. Donc voilà, au niveau de la transpiration, on y est. Toujours dans le sujet de la sudation. Et alors lui, par rapport à la grippe, donc il a dit que, en fait, pour lui, ça vient d'une fermentation hépatique due au froid. Et il a dit quelque chose qui est très intéressant, que la bouillotte, c'est le seul vaccin anti-grippe sérieux et qui ne coûte rien. La bouillotte, on se rappellera de la bouillotte, sur le foie donc. Hein. Voilà. J'ai encore un truc à dire parce que ça me fait penser, tu sais, dans ces années entre 1800 et 1900, il y a le rapport Flexner dont j'avais parlé dans une des émissions, voilà, très bien. Qui pour moi est cardinal dans la compréhension de la transformation de la médecine naturelle en hégémonie de la médecine chimique, puisque ce rapport a permis de fermer toutes les écoles de médecine naturelle et ne laisser s'épanouir et ne financer grâce à la Fondation Rockefeller et la Fondation Carnegie que les écoles de médecine chimique et de médecine qui traitent de l'agent pathogène, du micro-organisme qui viendrait attaquer le corps, avec cette doctrine du virus par exemple. Et d'ailleurs, je ne vais pas m'étaler dessus, je vais juste mentionner ce fait. En fait, j'ai fait des recherches sur les vitamines et j'ai vu que toutes les vitamines chimiques, en fait, les recherches dessus ont été financées par la Fondation Rockefeller et elles sont produites aujourd'hui par le cartel de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Je crois que là, on a beaucoup de matière. On vous laissera faire vos recherches, vos propres recherches. Ne croire personne sur parole ici. Allez vous renseigner à la Bibliothèque nationale de France. Et j'ai un dernier point à mentionner. Donc j'ai fait des recherches pour terminer sur les écrits d'Hippocrate, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on trouve les écrits d'Hippocrate non seulement en grec, mais aussi traduits. Donc là, vous trouverez les ouvrages. Pareil à la BNF aussi ? Voilà, tout à fait. Okay. Et donc Hippocrate, ce qu'il faut savoir, ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est que les naturopathes n'en parlent très peu. En fait, il accordait énormément d'importance aux conditions atmosphériques, aux conditions climatiques extérieures et donc leur influence sur le développement des maladies, au point qu'il a écrit un traité qui s'intitule « Des airs, des eaux et des lieux ». Et il pensait qu'un médecin, avant de traiter les malades, en arrivant dans une ville, il devait surtout regarder le climat, les vents, la qualité de l'eau, toutes ces choses-là, pour déterminer l'origine des épidémies possibles. Et quelles sont les conséquences justement des vents, de l'eau de l'eau, on peut l'imaginer avec. On en revient au fait que le vent, il s'oppose à la transpiration. C'est aussi un des facteurs par rapport à cette transpiration finalement. Hein. Oui, on en revient totalement à ça. Et ce qu'il faut savoir, Hippocrate aussi, il y a des remèdes qui sont généraux, qui sont indiqués pour tout le monde dans la médecine hippocratique, mais il a défini aussi différentes typologies pour donner des remèdes qui sont en fait spécialement adaptés à des constitutions. Et il a défini 4 types de constitutions. Lesquelles ? Donc lymphatique, bileux, nerveux, sanguin. Et ça, c'est aussi un rapport en fait avec le climat. Et est-ce que tu peux nous donner les caractéristiques de ces 4 typologies ? Tu as un petit peu Non, je les connais pas de tête. Je sais que chacun, ils sont associés en fait au chaud, sec, froid, humide. D'accord.
Et il y a un dernier point que je voulais mentionner sur lequel la médecine hippocratique, elle mettait un point d'honneur, et on l'a vu tout à l'heure, en fait c'était le principe de la chaleur, l'action de la chaleur dans le rétablissement des individus malades. Et il y a le terme de coction. C'est quoi une coction? Donc ça c'est pareil, un gros flottement sémantique autour de la coction. Mais en fait ça pouvait désigner à la fois en fait la chaleur qui permet de mieux digérer les aliments, et dans le cadre des maladies, la chaleur qui permettait de cuire en gros tous les déchets excrétés, ça permettait de les cuire pour mieux les éliminer. Et là où le point de la chaleur c'est très important, c'est par rapport aux personnes âgées, parce que justement dans mes recherches j'ai vu que vu qu'elles avaient un déficit de production de chaleur interne, elles étaient très sensibles aux maladies hivernales. C'est pour ça que les personnes âgées sont sensibles au Covid. Ce sera le mot de la fin, je pense que c'est bien trouvé. Un dernier mot, un dernier message avant de se dire au revoir, Rafi. Moi je vous invite tout simplement à aller consulter les livres qui sont dans la bibliothèque. Vous pourrez dans la Bibliothèque nationale de France et dans ta bibliothèque. Voilà, également, en fait moi tous ceux que j'ai trouvés, je les ai inclus dans la bibliothèque, voilà. Dans le Google Drive. Ça vous évitera de chercher, bon, ils sont tous là, vous avez qu'à cliquer sur le lien et il y a tout à disposition. Il y a aussi des articles et des vidéos complémentaires qui vous permettront d'approfondir le sujet. Et ces articles et ces vidéos complémentaires, on peut les trouver entre autres sur ton canal Telegram, n'est-ce pas? Aussi, oui. Voilà, bon, on vous donnera tous les liens. Merci beaucoup pour votre attention. On vous souhaite un très beau dimanche. Merci Rafi pour cet échange très riche et très intéressant.